Charles Gave, vous êtes financier, dirigeant fondateur de GAFCAL. Vous avez signé plusieurs ouvrages, plusieurs essais. Les deux plus connus, Des lions menés par des ânes et Sire surtout, ne faites rien, qu'on avait déjà évoqué ensemble. Charles Gave, nous allons aujourd'hui évoquer la guerre entre la Chine et les États-Unis, une guerre économique à mort par monnaie interposée. Et ma première question introductive, Charles Gave, la monnaie est le cœur d'une nation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Eh bien, il faut peut-être remonter aux évangiles, comme d'habitude. Vous savez, dans les évangiles, il y a le Christ qui se balade, et puis il y a des pharisiens qui arrivent et qui lui posent la question, faut-il payer l'impôt à César ? Ça vous dit quelque chose, hein, j'espère. Et c'était une question piège, parce que s'il répondait oui, mais les sicaires, c'est-à-dire les résistants de l'époque, allaient liquider le Christ, et s'ils répondaient non, c'était les Romains qui allaient le liquider. Donc le Christ dit, avec quoi paye-t-on les impôts ? Et les pharisiens disent, avec une monnaie. Et le Christ dit, montrez-moi cette monnaie. Donc il lui montre la monnaie, et il demande qui a sur cette monnaie-là ? César. César. Et le Christ dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'était le début, si vous voulez, ce qui a permis la séparation de l'Église et de l'État, la société laïque, etc., dans toutes nos sociétés. Mais ce qui est le plus rigolo, c'est que tout le monde l'a compris, mais personne n'a compris que le Christ disait que la monnaie, c'était César. La monnaie, c'est César. La monnaie, c'est l'État. C'est le souverain. C'est le souverain. Et donc la monnaie et le souverain, c'est la même chose. Et aujourd'hui, le souverain, c'est le peuple. Et aujourd'hui, le souverain, c'est le peuple. En principe. En principe, oui. Et donc, ce que ça veut dire de façon assez simple, c'est que pour qu'une nation existe, il faut qu'il y ait un État. Le rôle de cet État, c'est de défendre les intérêts et la vie et les biens des participants à cette nation, qu'ils font volontairement d'après Renan. Vous savez, c'est une volonté de vivre ensemble. Si c'est le cas, eh bien, il faut payer ces fonctionnaires. Et donc, vous payez ça par l'impôt. Et donc, l'impôt est le lien volontaire qui unit les citoyens à leur État. Et si vous le payez dans une monnaie qui est la monnaie d'un autre pays, ou qui n'est la monnaie d'aucun pays, comme c'est le cas de l'euro, bah, ça ne correspond plus à rien. Vous avez une déliquescence et de l'État et de la volonté de vivre ensemble, comme on le voit tous les jours en France. Vous terminez cette réponse en évoquant l'euro, ça tombe bien, Charles Gave, l'euro qui a été vendu aux Européens comme devant être le concurrent du dollar, a-t-il déjà été en mesure de rivaliser avec lui ? Ben non, pour une raison très simple, c'est que il n'y a pas d'État européen. C'est la première des choses. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de défense européenne. Et quand il n'y a pas de défense européenne, comment défendez-vous la nation ? Il n'y a pas de défense européenne, il n'y a pas on commence à avoir un droit européen, mais enfin, il est extrêmement douteux parce qu'il n'est pas fait par des représentants de la nation, mais par des gens qui vivent dans la commission et qui n'ont été élus par personne. Donc, quelque part, on nous a fait croire que l'Europe avait vocation à devenir une nation, alors que l'Europe est une civilisation et certainement pas une nation. Donc, il y a eu une tromperie sur la marchandise. On nous a dit, on ira vers la nation européenne. Mais en fait, on se rend bien compte chaque fois qu'on pose la question au peuple que les Allemands n'ont pas envie de devenir Italiens, les Italiens, ils n'ont pas envie de devenir Français, les Français, ils n'ont pas envie de devenir quelque chose d'autre. Et donc, on se retrouve dans un monde où, en effet, on n'a plus de nation, on n'a plus de défense, on n'a plus de droit, on n'a plus de souveraineté. Et l'outil essentiel de la souveraineté, ça reste la monnaie, puisque c'est ça qui permet de payer l'État. Et ceux qui se sont essayés à faire du commerce en se passant du dollar, qu'est-ce qui leur est arrivé à cela ? D'abord, alors en fait, on est passé, pendant les années 80, d'une espèce de domination du Deutschmark, qu'on a remplacé ça par l'euro. Alors, oui. C'était la grande astuce. Les inspecteurs des finances français ont eu très peur quand la réunification d'Allemagne a eu lieu. Ils se sont dit, il faut empêcher que l'Allemagne ne domine. Comme l'Allemagne était bien gérée, toute l'épargne européenne aurait été en Deutschmark, et ils auraient pu continuer à avoir des déficits à la noix, et donc ils ont exigé, c'était ce qu'avait demandé Mitterrand, qu'il acceptait la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, à condition que l'euro soit créé. Et quand il est sorti de la réunion, Mitterrand a dit « J'ai cloué les mains de l'Allemagne sur la table de l'euro ». À mon avis, elles se sont déclouées depuis, mais...
Et ce qui fait, c'est que donc on avait un siège au conseil d'administration, on a eu un gouverneur qui a été... Mais tout ça, ça ne fait pas une monnaie qui marche, parce que si vous avez un taux de change fixe entre des pays qui ont des productivités différentes, mettons l'Allemagne et l'Italie par exemple, toutes les activités forte productivité, c'est-à-dire l'industrie en particulier, va quitter l'Italie pour aller en Allemagne, va quitter la France pour aller en Allemagne. Aujourd'hui, je crois que la marge brute d'autofinancement des entreprises industrielles en France est à peu près la moitié de ce qu'elle est en Allemagne. Donc si aujourd'hui en France, avec un taux de change fixe avec l'Allemagne, vous mettez une usine en France, vous êtes le dernier des crétins, vous savez que vous allez faire faillite. Et avec la récession que la France va se taper l'année prochaine, on peut s'attendre à voir des entrepreneurs se tirer vers les États-Unis, non ? Vers les États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas, certainement, ils vont quitter l'Europe. On pourra parler, si vous voulez, de l'Europe et de la façon dont ils ont géré la crise russe. Et on a bien vu que, encore une fois, ce que disent les Finlandais, qui sont des experts, ils disent dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Donc ils avaient d'un côté la Suède, de l'autre côté la Russie, donc ils savaient de quoi ils parlaient. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier, la Suède a été une très grande puissance militaire pendant des siècles en Europe. C'est elle qui contrôlait l'Europe du Nord. Hein. Donc ils sont envahis la Finlande, je ne sais pas combien de fois. Donc on voit très vite que l'euro a montré ses limites face au dollar. Enfin, on peut... De toute façon, oui, l'euro n'a jamais été conçu de toute façon. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie forte et indépendante si elle n'a pas une puissance militaire. Voilà. Ça n'existe pas. Et donc cette concurrence au dollar, elle est venue de la Chine avec son yuan, officiellement appelé renminbi. Comment la Chine a-t-elle créé son propre monde monétaire ? Alors, elle ne l'a pas créé, elle est en voie de le créer, elle est en train de le créer, parce que les Chinois n'ont pas du tout la même notion du temps que nous. Sur le temps long. Ils sont sur le temps long, mais ils n'ont pas la même obsession du court terme, parce qu'il y a assez peu d'élections, en fait. Donc, ça permet au type de réfléchir un peu plus longtemps, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé en 2008-2009 une grande crise financière. Et donc, le dollar, à quoi servait-il ? Il servait principalement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, à payer le pétrole. Puisqu'il y a eu un accord en 1942-43, je ne me souviens plus très bien de la date, entre Ibn Saoud et Roosevelt, qui s'était passé sur un croiseur dans le Golfe Persique, là, dans lequel Ibn Saoud avait accepté que le pétrole soit toujours payable en dollars, à condition que les États-Unis garantissent la sécurité militaire de l'Arabie Saoudite. Donc, je crois que c'est d'ailleurs un accord qui se terminait vers 2001. Enfin. Oui, qui restait un petit peu... Et ce qui s'est passé, c'est que donc ça donnait un avantage inouï aux États-Unis parce que, comme je l'ai déjà dit souvent ici, d'ailleurs, je crois aussi, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc ça voulait dire que tout le monde, pour faire tourner s'il n'était pas producteur de pétrole, était obligé d'acquérir des dollars. La seule façon d'acquérir des dollars, c'était d'avoir un excédent de ses comptes courants avec les États-Unis, c'est-à-dire d'avoir une balance commerciale excédentaire avec les États-Unis. À ce moment-là, ils vous donnaient des dollars. Mais les dollars qu'ils vous donnaient, vous les réinvestissiez aux États-Unis. C'est-à-dire, vous aviez un excédent des comptes courants, et puis vous le mettiez à la Banque centrale américaine, et avec ça, vous achetiez des obligations américaines. Donc le déficit extérieur finançait le déficit budgétaire. C'est ce que Rueff appelait Jacques Rueff, le privilège impérial, c'est-à-dire que c'était le déficit. Donc les États-Unis étaient le seul pays au monde qui n'avait aucune contrainte du commerce extérieur. Ils pouvaient avoir des déficits extérieurs, ils n'en avaient rien à foutre, parce que ça faisait plaisir à tout le monde. Ça faisait des réserves de change pour les autres pays. Jusqu'à au moment où la Chine, par exemple, avait 3 000 milliards de dollars en dollars, des réserves, parce qu'ils avaient eu des gros excédents avec les États-Unis. La crise de 2008-2009 arrive, et on met des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que les Chinois perdaient entre 7 et 10% par an sur la valeur de leur monnaie. Donc ils ont trouvé ça pas rigolo. Et deuxièmement, les Chinois ne voyaient pas du tout pourquoi ils devraient continuer à payer leur pétrole en dollars. Ils se disaient, moi je voudrais bien payer mon pétrole, je suis le plus gros importateur de pétrole du monde, j'ai le droit de le payer soit avec ma monnaie, soit avec la monnaie du gars en face, mais enfin je ne vois pas pourquoi je dois utiliser cette troisième monnaie qui est là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a par exemple Saddam Hussein ou Muammar ou à Kadhafi, qui avaient décidé qu'ils exporteraient leur pétrole dans une autre monnaie que le dollar. Ils ont eu des espérances de vie assez courtes, quoi. C'est-à-dire que dès que vous touchez à ce privilège, les États-Unis deviennent très méchants.
Et on a bien vu la Russie et la Chine qui ont commencé à se mettre d'accord pour commencer à payer le pétrole en autre chose qu'en dollars. Et vous avez pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis ce moment-là, c'est fou comme ces deux pays sont devenus les ennemis des États-Unis. La dédollarisation, exactement. La dédollarisation. Donc, ce que dit la Chine, c'est qu'elle a dit à tous les autres pays autour, écoutez, ces gars-là sont fous. Les Américains. Les Américains. Parce que quand il y a eu la crise de Lehman, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont laissé faire faillite à Lehman. Mais à ce moment-là, tout le système de paiement international... Oui, Lehman Brothers. Ouais. Lehman Brothers, tout le système des paiements internationaux, c'est littéralement gelé. C'est-à-dire, un système de paiement international, c'est une espèce de réseau qui fonctionne, il y a des mailles partout, c'est très compliqué. Mais la source de dollars, ça venait toujours des États-Unis. Or, pendant cette crise, les États-Unis n'ont plus donné accès au dollar. Donc, vous avez des pays comme, par exemple, Singapour, qui achetait de la nourriture à l'Australie, qui payait en dollars. Mais pendant quasiment 2 mois, ils n'avaient plus accès au dollar, puisque les banques américaines ne prêtaient plus de dollars à l'extérieur. Donc, ça crée une récession monstrueuse. C'est donc, ils ont rendu impossible... une monnaie, c'est toujours un instrument de paiement, de commerce. Et ben pendant 2 mois, ça n'a plus marché. Donc, les Chinois ont été voir tous les autres en leur disant, ça ne va pas du tout. On fait du commerce entre nous dans la monnaie d'un troisième. Pour que ça n'arrive plus dans le passé, dans le futur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, soit vous me payez, soit on va se mettre tous d'accord pour que nos monnaies bougent ensemble, soit ensemble, on va créer une espèce de zone monétaire asiatique. Et puis, moi, je m'occuperai de la gestion de cette zone monétaire vis-à-vis du dollar, on montera, on baissera, etc. Mais en tout cas, il y aura toujours de l'argent pour faire du commerce entre nous. Donc, le ils ont yuan, ouvert... justement, Charles Gave, en 2021, ne représentait que 4% des transactions mondiales. Oui. Maintenant, on en est à combien? On est peut-être à 10 ou 12, mais ça monte doucement. Mais regardez, par exemple, 100% des transactions par exemple, avec la Russie, de la Chine, étaient en dollars. Aujourd'hui, c'est 0. C'est yuan. C'est yuan ou c'est rouble. Ouais. Et donc, on est en train de voir que... et les États-Unis ont fait une deuxième erreur monstrueuse, c'est qu'au début des années 2010... vers 2010-2012, ils ont décidé que quiconque utilisait le dollar était passible du droit américain. C'est-à-dire qu'ils ont extraterritorialisé leurs droits à tous les pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous prête de l'argent, vous me prêtez de l'argent, en dollars, il y a vous, il y a moi qui serons au courant, il y a nos 2 banques, il y a et il y a la CIA. Ouais. Et la CIA. C'est-à-dire que les États-Unis savent ce que tous les autres font, en temps réel, dès le moment où le commerce se passe en dollars. Et ils sont susceptibles de nous envoyer leurs avocats si on fait... regardez ce qui est arrivé à Alstom. À la BNP. La BNP, elle a pris 12 milliards d'amende. Alstom, le type était en tôle pendant 2 ou 3 ans aux États-Unis. Parce qu'il y avait eu, soi-disant, un cas de fraude en Indonésie. Ce qu'ils font tous, d'ailleurs. Ce qu'ils font tous. Hein. Qu'ils le fassent ou pas, ça ne regarde pas les États-Unis. Ouais. S'il y a entre une société française et une société indonésienne, je ne vois pas ce qui donne le droit aux États-Unis de dire qu'il y a eu corruption, parce que je n'ai pas l'impression que les avions de chasse américains, ça se passe toujours sans corruption également. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça leur a permis d'extraterritorialiser leurs droits, ce qui veut dire que le droit américain devient dominant. Autrefois, c'était juste un instrument de paiement. Si je payais quelque chose, je ne sais pas où, en Éthiopie, même si l'Éthiopie n'était pas bien vue, c'était en dollars, les Américains ne disaient rien. Mais à partir de 2010, ils ont dit, vous n'avez plus le droit de faire du commerce avec ceux que j'aime pas moi. Donc c'est une perte de souveraineté inouïe pour les pays. Donc je vais dire, à ce moment-là, le dollar est foutu. Quoi. Ça prendra 20 ans. Un peu à de la tyrannie. Mais on voit aujourd'hui donc que Pékin augmente son yuan dans les transactions mondiales. Oui. Vous me dites qu'on est passé de 4 à 11 à 12. Oui. Mais dans le même temps, le yuan a perdu 12% de sa valeur cette année. Cette année, mais il faut le dire vite, parce que si vous prenez par exemple une obligation à 10 ans, allemande ou américaine. Vous savez, une obligation d'État à 10 ans dans laquelle les banques centrales mettent leurs réserves. En dollars, cette obligation à 10 ans, elle a perdu à peu près 15% aux États-Unis et elle a perdu 25% en Allemagne. Donc si vous avez gardé vos réserves en euros ou en dollars, vous avez entre 15 et 25% de pertes depuis 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et les obligations chinoises? Vous êtes en hausse de 25. Donc, il est évident qu'on a baissé, mais qu'on a baissé après une hausse phénoménale, d'un moment où le dollar a une espèce de hausse exceptionnelle parce qu'il y avait ce qu'on appelle une crise de liquidité. Mais une banque centrale, ça ne regarde pas les 3 derniers mois, c'est pas ça qui l'intéresse.
Donc encore une fois, ce qu'on voit venir, c'est qu'on voit se développer de plus en plus. C'est-à-dire que la Banque centrale chinoise a créé l'équivalent du FMI, dans lequel ils ont offert des sièges à tous les pays asiatiques. D'ailleurs, l'Angleterre a pris un siège à tout hasard. Ils ont créé l'équivalent de la Banque mondiale, l'un à Pékin, l'autre à Shanghai. Ils ont créé une bourse à terme sur le pétrole, mais cotée en yuan, en renminbi. Et si vous avez trop de yuan, parce que vous avez vendu trop de pétrole, par exemple, à la Chine, ils sont d'accord pour vous l'arbitrer en or. C'est-à-dire que les Chinois sont en train de remettre l'or à l'intérieur du système. Ce qu'avait fait Saddam Hussein en leur temps et Muammar Kadhafi, ce qu'il avait tenté de faire. Ils avaient essayé de passer par l'euro, ça ne leur avait pas réussi. Oui. Mais c'était la même chose. Mais donc, on voit très bien arriver ce mouvement de dédollarisation du monde, et on voit aussi apparaître, entre la Chine et les États-Unis, les prémices de ce que serait la nouvelle monnaie internationale, qui serait sans doute une espèce de moitié-moitié entre l'or et l'énergie. Si vous voulez. Donc ça sera... et là, je sais de source sûre, par l'intermédiaire d'un ami à Genève, vous savez, il y a ce qu'on appelle les fondeurs d'or en Suisse, c'est-à-dire ceux qui ramassent les petits morceaux d'or partout, qui en refont des lingots et puis qui les envoient. Il y a... sur les 10 dernières années, les fondeurs suisses n'ont travaillé que pour la Chine. C'est-à-dire qu'ils exportent entre 700 et 1000 tonnes par an, ce qui est gigantesque, à la Chine. Et ça n'apparaît pour ainsi dire dans aucune statistique. Enfin, c'est très difficile à repérer. C'est-à-dire que les Chinois vous disent, moi j'ai que quelques milliers de tonnes, 2000 ou 3000 tonnes d'or, ils en ont probablement 5 ou 6 fois plus. C'est-à-dire qu'on sent bien que le but des Chinois, c'est de revenir à une espèce d'étalon or-énergie et d'enlever le dollar de la position prééminente dans laquelle il est. On voit donc cette guerre entre le yuan et le dollar qui a commencé donc. Oh, mais elle a commencé à partir de... Nous, on avait écrit un livre, à GAFCAL, on avait écrit un livre avec mon fils qui a déjà 4-5 ans, qui s'appelait The Clash of Empires, la guerre des empires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer une zone qui vous appartient avec la monnaie de quelqu'un d'autre. Et l'euro entre les deux dans cette guerre. Il ne sert à rien. Ouais. Il ne sert à rien. Si vous voulez, le seul qui s'en sort, c'est le franc suisse, parce qu'il est bien géré, et tandis que l'euro, il a vocation à disparaître, il ne sert à rien. À qui profite cette guerre, Charles Gave ? Je ne sais pas à qui elle profite, mais je sais qu'en tout cas, les avantages qu'avaient les États-Unis de solder leur compte extérieur avec leur propre monnaie, c'est-à-dire qu'ils disaient, écoutez, vous me vendez des voitures, vous me vendez des... Et puis moi, je vous donne des petits bouts de papier vert, qui ne me coûtent pas cher à produire. Ouais. Ça, c'est fini. Depuis 71. Depuis 71. Ça, c'est fini. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les États-Unis vont, à terme, être obligés de vivre sur leurs moyens. Ils vont devoir vendre des voitures contre des voitures, si j'ose dire, comme le fait tout le monde. C'est-à-dire, ça veut dire une perte de leur niveau de vie. Mais le plus extraordinaire, c'est que nous, on a acheté toute notre énergie, en grande partie, à travers des astuces comptables, en euros, grâce à la Russie. Enfin, une grosse partie, 30, 40, 50, 60%. Et aujourd'hui, comme on n'achète plus rien à la Russie parce qu'on est fâché, il faut qu'on les achète en dollars. Donc nous, on est cuit parce qu'on n'a pas de pétrole, mais en plus, on n'a pas de dollars pour acheter le pétrole. C'est pour ça que le dollar est monté contre l'euro comme une fusée pendant un an. Maintenant, il baisse un peu, mais ça ne va pas durer. Surtout si le pétrole monte. Et donc, si vous voulez, on voit très bien que l'Europe, encore une fois, qui est sans armée et sans souveraineté, les Américains sont prêts à se battre jusqu'au dernier Européen, quoi. Jusqu'au dernier Ukrainien, en ce moment. Jusqu'au dernier, oui, mais attendez, ça va venir le reste. Ceux qui vont pouvoir prendre une baisse du niveau de vie considérable, c'est les Européens. Cette crise monétaire, Charles Gave, du dollar face au renminbi, est-ce que c'est pas un bienfait pour l'humanité, au fond ? Oh, vous savez, moi, les bienfaits pour l'humanité, je me méfie terriblement. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'un côté, vous aurez une monnaie qui sera fondée sur la bonne foi des politiciens, des génies qui les gouvernent, qui sont gâteux d'ailleurs, Biden aux États-Unis, donc ils font n'importe quoi. Et puis de l'autre côté, une monnaie qui sera fondée sur quelque chose de tangible, comme l'énergie et l'or. La deuxième va monter contre la première, automatiquement, structurellement, quoi. Et donc, on va avoir une hausse formidable des monnaies asiatiques, donc ils vont s'enrichir, parce que leur consommation sera de plus en plus facile. Et puis nous, comme on doit payer en dollars et qu'on n'a pas l'équivalent, notre monnaie va se ratatiner. Et donc, c'est quoi la temporalité de cette guerre ? Dans quel temps ça se fait, ce que vous êtes en train d'expliquer là ? Vous savez, c'est une question, le timing, c'est une question à laquelle j'essaye de ne jamais répondre, parce que personne n'en sait foutre rien. Puis il y a des événements qui sont tout à fait étonnants qui peuvent se produire.
Mais la réalité, c'est, comme moi, mon métier, c'est de conseiller des gens qui ont trop d'argent, c'est de leur dire qu'est-ce que vous devez faire. Ça veut dire qu'avoir une obligation en Europe ou aux États-Unis aujourd'hui, qui est dans une monnaie qui va se péter la gueule, il faut être bête comme un âne. Il faut que vous ayez toutes vos obligations en Asie. Parce que là, vous êtes certain de gagner. Donc, la partie défensive de votre argent, que vous avez mis dans un fonds de trésorerie ou une assurance vie en euros, il faut sortir ça toute affaire cessante et le mettre le plus vite possible dans des obligations indonésiennes, indiennes, coréennes, chinoises, etc. Vous faites un portefeuille là-bas et vous toucherez des 5 ou 6% par an en termes réels à la place de moins 6. On va parler de la baisse de confiance dont souffrent les États-Unis, mais avant, c'est la pause. On continue notre entretien avec Charles Gave. Je le disais avant la pause, la confiance dont profitent les États-Unis est à la baisse. Une économie massivement endettée. On dépasse... Ils sont endettés en dollars, alors ça ne les gêne pas des masses. Ils peuvent toujours les imprimer. Oui. C'est pas comme nous, si vous voulez, qui sommes endettés en euros. Et en euros, on peut pas, en principe, on ne peut pas l'imprimer, puisqu'on n'est pas, c'est pas notre banque centrale. Et en plus, il y a une grosse partie de notre dette qui est détenue par des fonds de pension hollandais ou le Qatar. Donc ça veut dire qu'on doit de l'argent à quelqu'un d'extérieur. Si vous voulez, l'Italie, une grosse partie de leur dette est détenue par des Italiens. Donc vous dites, les gars, vous avez gagné de l'argent pendant 20 ans comme ça, on va vous en piquer un peu, quoi. Nous, l'euro, c'est combien? C'est 80% à l'extérieur? Ça doit être 65% à peu près, ouais. Je pense, 60-65%. Mais c'est très difficile d'avoir les chiffres, parce que... Une armée américaine en échec en Afghanistan, qui a dépensé beaucoup trop d'argent en Irak, certainement également en Syrie, un président... Vous le disiez, qui a les idées claires peut-être 2 heures par jour, et encore, une cancel culture délirante dans les universités américaines, et pourtant le dollar augmente. Comment vous l'expliquez cela, Charles? Il est monté un petit peu, mais encore une fois, il faut regarder ça avec beaucoup de précaution. Parce que les taux d'intérêt étaient très bas aux États-Unis. Donc si vous corrigez pendant longtemps, jusqu'il y a à peu près un an et demi, où ils ont commencé à monter les taux, mais si vous corrigez les taux de change pour les taux d'intérêt qui ont été payés, ce qu'il faut faire, parce que si le taux de change ne bouge pas et qu'un pays paye 4% et l'autre paye 0, vous devez être dans celui qui est 4%, parce que vous montez de 4% par an avec les intérêts. Vous voyez, les intérêts, il faut les ajouter au taux de change, en quelque sorte. Vous voyez que les monnaies asiatiques sont déjà en train de monter, quoi. Pourquoi la confiance dans le dollar pourrait baisser? C'est toujours pareil. Une monnaie comme le dollar, on le compare assez facilement à ce qu'on appelle en informatique, vous savez, un operating system. C'est-à-dire, tout le monde utilise Microsoft. Pourquoi tout le monde utilise Microsoft? La réponse est parce que tout le monde utilise Microsoft. Et ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas vous amuser à faire des passages entre 2 systèmes, parce que ça vous casse les pieds, vous ne savez pas le faire, ça vous prend du temps, parce que les trucs Microsoft, ça se parle sans aucun problème. Ça marche, quoi. On sait que ça marche. Une monnaie, la monnaie internationale, le dollar, ça fait 50 ans que tout le monde s'en sert, c'est l'operating system du système international. Donc les gens se disent, avant que je le change, ça va être difficile. Pourquoi en sortir? Et puis si on en sort, on se prend les États-Unis sur la tête. On peut essayer de faire des... Donc, ce que disent les Chinois, c'est ils leur disent, écoutez, vous n'en sortez pas, vous continuez à faire votre commerce si vous voulez, entre dollars ou n'importe quoi. Mais vous avez une roue de secours qui est prête au cas où il y aurait un pet aux États-Unis, où vous comprendriez à déplaire. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un système qui est là, qui peut fonctionner dans la seconde, si j'ose dire, en attente que le système américain continue à se vomir et à devenir de moins en moins crédible, quoi. Vous évoquiez tout à l'heure, Charles Gave, l'accord que Ibn Saoud avait conclu avec les États-Unis au sujet du dollar. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, et je vous entendais en parler un petit peu, voir l'Arabie Saoudite se mettre à dire à la Chine, vous allez pouvoir nous payer en renminbi, en yuan? Oui, mais ça arrive. Ça arrive. Il y a déjà tout un tas de pays qui ont eu ça. Il y a l'Inde, qui est quand même un des gros importateurs de pétrole mondiaux, qui maintenant importe son pétrole de Russie et qui le paye en roupies. Et pourquoi les États-Unis ne leur tombent pas dessus, là? L'Inde, c'est un peu difficile. 1,4 milliard de gens. Ah oui, puis ils ont la bombe aussi. Et puis ils ont la bombe, et puis la Chine aussi, c'est difficile, il y a beaucoup de gens. Mais l'Arabie Saoudite, ils ne l'ont pas. Non, ils ne l'ont pas, mais... non, ils ne l'ont pas, mais...
Faire tomber l'Arabie Saoudite. Quand vous allez au Moyen-Orient, on y passe pas mal de temps parce qu'on a beaucoup de clients là-bas. Quand vous allez au Moyen-Orient, vous vous rendez compte d'une chose très curieuse que j'avais, je parle de mon expérience ici, mais qui est nouvelle depuis une dizaine d'années à peu près, c'est que les États-Unis commencent à être vraiment détestés. Au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Ce qui est, autrefois, vous avez les classes dirigeantes qui envoyaient leurs enfants aux États-Unis, qui trouvaient que, bon, ils étaient... Et ils trouvent que ce sont des brutes, qu'ils n'ont pas de parole, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc il y a une espèce de désamour qui est en train d'arriver au Moyen-Orient qui est extraordinaire. Oui, ça depuis la première guerre du Golfe. Non, la première guerre du Golfe, ça allait encore, ils n'avaient pas foutu en l'air. Saddam Hussein, mais la deuxième avec Bush, plus l'invasion de l'Afghanistan. Ouais, et puis en plus, encore une fois, si vous envahissez l'Afghanistan ou l'Irak, très bien, c'est pas comme si ces pays s'envahissaient pas les uns les autres toutes les 5 minutes, mais il faut gagner. Or, ils ont perdu. Et là, si vous voulez, ça fait pas sérieux. Ils ont perdu politiquement, pas économiquement. Non, mais ils ont perdu militairement. Oui. Ils ont perdu, quand vous allez en Irak, il y a quasiment plus de troupes américaines, c'est fini. Vous allez en Syrie... ils ont mis la main sur le pétrole, quand même. Ils ont peut-être mis la main sur le pétrole, mais ils ont mis la main sur le pétrole syrien. Mais la vraie question, c'est... ils étaient en train de gagner, et puis Poutine est intervenu et a fait reculer et les a battus en Syrie. Et donc c'est ça le crime qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Poutine qui a empêché les États-Unis de prendre le contrôle de la Syrie pour le filer aux sunnites. Donc c'est pour ça qu'ils détestent Poutine à ce point-là. Parce qu'il faut savoir, c'est des histoires dont vous entendez peu parler, mais justement. Il faut savoir que le grand projet américain, c'est que vous savez, il y a un énorme gisement de gaz qu'on a trouvé du côté du Qatar, qui est un immense, absolument extraordinaire. Et qui est d'ailleurs aussi, l'Iran est sur le coup aussi. Bon. Donc l'idée, c'était de faire un pipeline qui partait du Qatar, qui est traversé par la Syrie, qui allait en Turquie et qui servait l'Europe. Mais les Qataris n'ont pas été d'accord parce que la Syrie était gouvernée par des chiites, enfin des alaouites. Oui, par Bachar el-Assad. Bachar el-Assad. Donc les Américains ont dit pas de problème, on va faire sauter Bachar el-Assad et on va le remplacer par le gouvernement syrien sunnite, c'est à peu près les 2/3 de la population. Donc on va faire revenir la démocratie. Démocratie américaine. La démocratie américaine, où il y aura ceux qui représentent les 2/3 qui auront entre les pouvoirs, les autres n'en auront aucun. Et simplement, Poutine, le but c'était d'empêcher les Russes de vendre leur gaz à l'Europe. S'il y avait le gaz qatari qui arrivait. Et puis Poutine les a coincés en Syrie bien. Et donc ils n'ont pas pu faire passer leur pipeline. Et donc maintenant on a une guerre avec l'Ukraine. Pour la même raison. Oui, il faut vraiment s'en prendre. Enfin, les Américains veulent vraiment abattre la Russie parce que c'est l'empêcheur. C'est l'empêcheur de vendre le gaz en rond. Hein. Ouais. Le gaz qatari en rond, oui, c'est ça, oui. Mais alors, donc, on voit l'armée américaine envoyer son armée en Irak, en Libye, et maintenant soutenir cette guerre en Ukraine contre la Russie, dans le seul but donc de protéger ce dollar. Est-ce que vous pensez que une éventuelle invasion chinoise de Taïwan, non, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Mais pour toute une raison. D'abord, j'avais posé la question il y a 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus, j'avais rencontré le ministre des Affaires étrangères de Taïwan à l'époque. En Taïwan, j'étais en train de me balader en Asie. Et je lui avais dit quelle est la ligne rouge que les Chinois vous ont mis. Ils m'ont dit, il y en a deux. La première, c'est en aucun cas nos forces militaires ne peuvent devenir atomiques. Si elles deviennent atomiques, ils nous rentrent dedans tout de suite. Et la deuxième, si on proclame notre indépendance. Ils nous rentrent dedans. Mais sur ça, ils nous ont dit, écoutez les gars, vous pressez pas. Un jour, dans le lointain, ce qui est amusant, c'est que le parti qui est partisan de ce rapprochement entre la Chine et Taïwan dans le lointain, c'est le parti de Chiang Kai-shek, qui était allé là-bas, qui était la République chinoise, et qui, lui, ne veut pas entendre parler et c'est lui qui vient de gagner les élections municipales, là, à Taïwan. Donc ça veut dire que les Taïwanais ont envoyé un message à la Chine très fort. Nous, le deal d'autrefois, ça marche encore. C'est pas nous qui allons faire... Ils ont peut-être envoyé la femme qui préside le Congrès aux États-Unis. Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, mais alors les Taïwanais, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre de là, celle-là donc,
Et ceux qui ont perdu les élections, c'est ceux qui étaient plutôt de dire, nous, on va peut-être essayer de devenir indépendants, quoi. Donc, ensuite, je ne sais pas si vous avez regardé une carte, mais les gens, quand ils regardent une carte, parce que la carte fait 20 cm sur 20 cm, ils pensent que les distances sont les mêmes. Donc, on regarde le détroit entre Taïwan et la Chine, et les gens s'imaginent que c'est dans le fond le Pas-de-Calais, quoi, que ça fait 30 km. Ça en fait 120. Et envoyer, l'armée taïwanaise doit faire, 200 000 hommes. Il faut envoyer au moins 1 million d'hommes. Comment on fait de passer d'1 million d'hommes dans des bateaux, dans un truc qui est surveillé militairement par tout le monde, qui peuvent se faire couler? Enfin bon, militairement, c'est même pas possible. Troisième raison, toutes les industries de semi-conducteurs les plus pointues au monde sont à Taïwan. Ouais. Donc si vous faites sauter les usines de Taïwan, l'économie mondiale s'arrête net. Il n'y a plus rien. Plus rien n'avance. Donc, ce sont trois raisons qui sont tout à fait... Et quatrième raison qui est tout à fait essentielle pour moi, c'est que les Chinois ont dit, écoutez, on n'est pas pressé au gars, mais par contre, on va embaucher tous les ingénieurs de TSMC ou des grands ingénieurs en disant, vous êtes payé 300 000 $ par an à Taïwan, vous venez chez nous, vous avez le double, et puis on vous donne un appartement, une voiture, etc. Donc, les Chinois ont la vieille habitude de dire, si je peux l'acheter, c'est pas la peine de faire la guerre, quoi. C'est pas idiot. Ça me paraît des idées, moi. C'est pas des guerriers, les Chinois. Dans la hiérarchie historique de Confucius, les militaires, c'est tout à fait en bas. Je vous entendais, Charles Gave, nous dire qu'on assiste aujourd'hui à des ruptures dans le commerce international. Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un mouvement protectionniste des États à l'avenir ? Oui, mais ça peut se passer exactement dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, on donne l'Europe, les États-Unis donnent des petits billets verts, bleus, ou les billets européens sont très vilains d'ailleurs, et on les donne pour acheter des biens qui viennent de chez eux. Mais à un moment, s'ils ne peuvent rien acheter avec ces billets, et qu'ils vont dire, si ça ne vous fait rien, on aimerait avoir quelque chose de tangible. Sonnant et trébuchant. Sonnant et trébuchant, donc ça ne sera pas du... protectionnistes, ce sera les Chinois qui nous diront vos billets, j'en veux plus. Je veux vos ports. Je veux des actifs chez vous. Je veux vos ports. Je veux un beau club de football. Le club de football, etc. Et encore, ils se méfient maintenant parce qu'ils ont vu avec la Russie que le droit de propriété en Europe, c'était sacro-saint, sauf si on était russe. Et donc ils se disent, c'est très bien, c'est ce que disent les guerres moyen-orient, ils se disent, si je m'achète des actifs en Europe aujourd'hui, on va me dire, vous sentez des pieds maintenant, donc il n'est pas à vous, on vous le pique. Regardez ce qu'on a fait aux oligarques russes. C'est incroyable. On leur a piqué tous leurs biens, sans aucun procès, sans aucune cause, sans rien. C'était des gars qui avaient simplement acheté des maisons à Chelsea ou je sais pas où. Et si j'ose dire, sans vouloir être... C'est exactement ce que les Allemands ont fait aux Juifs en 34-35 en Allemagne. C'est-à-dire que vous avez des droits juridiques très forts, sauf si vous êtes russe. À ce moment-là, vous n'avez aucun droit. Mais attendez, et qui décide que j'ai aucun droit ? Madame von der Leyen ? Alors justement, Madame von der Leyen, elle a fait en sorte que les Européens n'achètent plus de gaz aux Russes. Là, c'est robinet fermé. Mais si, ils l'achètent toujours, parce que les Russes vendent à la Chine. Oui, d'accord, indirectement. Et qui le ramènent ici, mais à 2 fois le prix. D'accord. Mais j'espère qu'elle touche une commission sur le petit travail. Oui. Mais en tout cas, c'est le gaz de schiste que des États-Unis, que les Européens vont devoir acheter. Vous dites que les transactions réglées en billets verts ont diminué, que le réseau dollar a déjà commencé à se contracter. Comment va s'organiser le réseau financier international du futur ? Si vous voulez, en plus, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas assez de gaz, de schiste aux États-Unis. Ça suffit pour les États-Unis encore. Donc je vois pas très bien où ils vont aller chercher le gaz. Ce que je trouve ça très intéressant dans cette histoire, c'est que... Ils en ont tout juste pour eux-mêmes, les Américains. Ils en ont assez pour eux-mêmes, oui, pour être... Ils n'ont pas de quoi exporter. Très peu, puis en plus, si vous voulez exporter, il faut avoir des bateaux. Oui, les méthaniers, on n'en a pas trop. C'est pas ça, c'est qu'il faut à peu près 3 ans pour bâtir un méthanier, et je crois qu'il nous en manque, il y en a 90 ou je sais pas quoi, il nous en faudrait 900, donc on les a pas. Et il y a aussi autre chose que je voudrais ici qui me laisse absolument pas entendre, c'est qu'on m'explique que donc les voitures vont être à l'électricité. Je dis bravo, bonne idée, mais où sont les centrales électriques ? Oui. Donc vous regardez, si on devait remplacer toutes les voitures à essence en Europe par des voitures électriques, ce que la Commission européenne va faire, je crois qu'il faudrait qu'on triple nos centrales nucléaires ou n'importe quoi, mais aujourd'hui, pour bâtir des centrales nucléaires,
Il faut avoir des ingénieurs, comme ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on leur explique que c'est foutu. Il n'y a plus d'ingénieurs, il y en a plus. On va fermer toutes les centrales, oui. C'est ce que disait l'ancien président d'EDF, là, M. Lévy. Monsieur Lévy, mais attendez, il y a 2 ans, Macron nous expliquait qu'on allait fermer la moitié des centrales d'ici 2035. Et maintenant, il dit on passe au taux nucléaire. Mais attendez une seconde, ce qui fait marcher l'industrie, c'est les gars qu'on appelle les gars qui ont fait les arts et métiers. Et les arts et métiers, vous en avez plein qui sortent tous les ans, qui sont des ingénieurs, mais encore faut-il qu'ils se forment à des techniques. Or, aujourd'hui, les gars compétents dans le nucléaire, ils sont tous 65 ou 70 ans, ce qui fait que DS est obligé d'aller voir les anciens, leur dire, vous voudriez pas revenir travailler un peu là? C'est parce qu'il n'y a pas de jeunes. Ça fait 10-15 ans que la formation des ingénieurs nucléaires, on ne la fait plus en France. Et en Chine, ils font quoi? Ils en ouvrent 2 par mois. Donc ils sortent plus d'ingénieurs, les Chinois, que tous les autres pays du monde réunis. Pardon. Vous dites le nouveau système international sera moins efficace, moins fragile. Oui. Expliquez-nous ça. C'est une vieille idée de Nassim Taleb. Vous avez des systèmes qui sont extraordinairement efficients. Par exemple, tout le monde se spécialise dans ce qui fait le mieux. C'est ce qui s'est passé pendant la grande période de la globalisation jusqu'à peu près 2008-2009. Et puis, je sais pas, il y a une catastrophe naturelle en Thaïlande, une inondation, et vous vous rendez compte qu'un produit que seul fait la Thaïlande est nécessaire à toute la chaîne. Et à ce moment-là, tout s'arrête. C'est un système qui est très efficace, mais fragile. Tandis que si vous avez un système où, dans le fond, vous avez 4 ou 5 pays qui font le même truc que la Thaïlande, moins efficacement, ce qui veut dire que ça sera un peu plus cher, et puis vous pourrez varier vos fournisseurs. Donc ça, c'est antifragile. Et donc, on est allé vers un système qui était extraordinairement efficace, où la rentabilité du capital investi était la plus forte partout, mais qui est extraordinairement fragile. On l'a vu pour les médicaments, on l'a vu pour les... On se rend bien compte que tous les produits de base des médicaments étaient faits en Chine ou en Inde. Et aujourd'hui, vous avez des grosses pénuries de médicaments en France. C'est marrant. C'est-à-dire parce qu'il s'est passé là-bas quelque chose, donc on n'y arrive plus. Et par exemple, moi, j'ai un truc idiot qui m'est arrivé, mais j'ai un ordinateur comme tout le monde, et le 5 et le 6 qui se sont pétés en haut. Donc j'ai demandé à ce qu'on me change mon clavier, quoi. Ah ben oui, il n'y en a pas. Ah oui. Il n'y en a pas. Ça fait 2 mois que j'ai commencé la commande, il n'y en a pas. Oui, parce qu'en mer de Chine, il y a des blocages, paraît-il. En mer de Chine, il y a des blocages, puis ils ont d'autres choses à foutre que faire des claviers, réparation, parce qu'ils n'y arrivent plus. Il n'y en a pas. Et donc, j'avais une Toyota hybride, là. Elle est tombée en panne, ce qui n'arrive jamais pour une Toyota, parce que la batterie avait un problème. Donc, je leur ai amené, ils m'ont dit, venez la chercher demain matin. Sauf qu'il m'a fallu attendre 2 mois pour que la batterie arrive du Japon. Parce qu'il n'y avait plus de batterie non plus. Oui, parce que combien de kilos de cobalt il faut extraire dans les mines du Congo avec des gosses? Combien de litres d'eau il faut pour extraire du lithium? Je ne sais pas si Emmanuel Macron a pensé à cette... non, mais c'est assez... Parce qu'il fallait réfléchir en amont pour exécuter cette transition écologique. C'est ce que je disais autrefois, les gens gouverner, c'est prévoir. Ce que faisaient les gens qui y pensaient. Mais je vous donne un exemple aussi qui me fait mourir de rire. C'est vraiment le problème du robinet. Vous savez, qu'on nous faisait quand on était jeune en 8e ou en 9e, on faisait les calculs de robinet. Vous savez, problème de lutte avec la baignoire. Il y avait une fuite dans la baignoire et tout, on s'arrachait les cheveux. On essayait de faire ça techniquement à la maison, mais on n'y arrivait pas. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement français a annoncé avec Ferrister que dans ce qui va de Bordeaux à Biarritz, il y a une longue ligne droite comme ça dans les Landes, ils allaient mettre 30 bornes pour recharger la voiture électrique. Bon. Mais si on a raison en 2035, c'est pas 30 bornes qu'il faut, c'est 3000. Mais chacune de ces bornes a besoin de 100 kilos de cuivre. Et il n'y a plus de cuivre. Les mines de cuivre, il n'y en a quasiment plus, on n'en trouve plus. Et en plus, quand il y en trouve, tous les écolos vous empêchent de le sortir. Donc ça veut dire qu'on va mettre tout le parc automobile en électricité et qu'on ne pourra pas les recharger. Et surtout que pour extraire toutes ces matières premières, il faut encore du pétrole. Oui, oui. Il faut encore du pétrole, du cuivre, etc. Donc on a un monde... Si vous voulez, qui aujourd'hui vit dans ce que j'appelle la pensée magique. Il est désirable d'arrêter ces phénomènes, donc on va empêcher les gens de se servir de l'outil. Mais ça veut dire que les économies vont à zéro. On va se retrouver au Moyen-Âge. Et encore, au Moyen-Âge, il y avait les moulins à eau qui marchaient. Dans cette guerre entre le yuan et le dollar,
Charles Gave, j'aimerais vous écouter, que vous nous disiez ce que vous pensez de l'émergence de ce yuan numérique déjà en circulation en Chine, distribué par les banques nationales à leurs clients sous contrôle de la Banque centrale chinoise. Alors il faut essayer, vous savez, les gens vous disent le yuan numérique, ça va remplacer le bitcoin, c'est du pipeau. Qu'est-ce que c'est le yuan numérique? C'est que vous ouvrez un compte à la Banque centrale, vous personnellement. Et la Banque centrale, si vous achetez, elle vous donne une carte de crédit là-dessus. Et puis vous pouvez, si vous allez en Malaisie, vous payez, crac, ils changeront automatiquement, etc. Donc ce qu'essaye de faire la Chine avec son yuan numérique, c'est qu'elle est en train de faire le même coup que Apple contre Microsoft. Apple n'a pas essayé de changer de Microsoft, qui est le operating system des entreprises, mais elle a fait un operating system pour les particuliers. Donc, ce qu'est en train de dire la Chine, c'est, écoutez, partout, plutôt que d'avoir un compte sur American Express en dollars, etc., qui sont tous aux États-Unis et tout le monde saura ce que vous faites aux États-Unis. Vous serez directement relié Vous serez directement relié à la Banque centrale chinoise. Ouais. Moi, je ferai les opérations, etc. Bon, je serai au courant de ce que vous faites. Mais évidemment. Donc, tout ce truc, l'euro digital, tout ça, c'est une façon pour les banques centrales de regarder ce que vous faites dans votre compte en temps réel. Donc plus d'anonymat sur les dépenses. Ce qui est exactement le contraire du Bitcoin. Oui. Le Bitcoin, c'est justement pour essayer de faire ce que vous voulez. Donc c'est une façon d'essayer de tourner le Bitcoin en disant « Ouais, c'est une monnaie numérique ». My foot, c'est rien de numérique, quoi. Donc plus d'anonymat. Aucun. Mais déjà, on n'a aucun anonymat parce que je vous signale que si vous vous servez d'une des grandes cartes de crédit, Visa, elles sont toutes compensées aux États-Unis. Et pensez qu'une dictature comme la Chine, qui, rappelons-le, est quand même une dictature... Je ne suis pas certain que les États-Unis, financièrement, soient une démocratie aujourd'hui. Je sais pas honnêtement, aujourd'hui, je crois qu'il faut en avoir deux. Vous faites vos dépenses dans une et vous compensez avec la deuxième. Je veux dire, il vaut mieux avoir deux cartes parce que comme ça, ils auront du mal à savoir Et pensez que la Banque centrale voudrait éventuellement interdire à tel citoyen chinois d'acheter ou non tel bien. Ça c'est vite fait, il suffit de fermer le compte, quoi. Voilà. C'est comme on fera avec... Ça vous semble pas impensable? Pas du tout, mais pas du tout. Mais c'est déjà ce que les Américains ont fait aux Russes. Mais c'est bientôt ce que la Commission européenne est en train de mettre en place avec l'euro numérique. Exactement. Donc, pensez qu'on aura le même genre de conséquences. Si vous refusez de vous faire vacciner, vous n'avez plus accès à votre compte, quoi. Merci Charles Gave, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Je voudrais mentionner cette revue tout à fait intéressante qui m'a fortement inspiré pour faire cet entretien. C'est la revue Conflit avec, pour ces mois de novembre et décembre, Dollar, Chine, guerre des monnaies, guerre des empires. Merci Charles Gave d'avoir... C'est une très bonne revue et Jean-Baptiste Noé qui la dirige est un homme extrêmement compétent. Je ne saurais trop recommander pour les gens qui veulent comprendre ce qui se passe dans le monde. Jean-Baptiste Noé que je vois sur plusieurs plateaux de télévision en ce moment. Mon confrère Olivier Farjac l'a reçu. C'est bien. Merci Charles Gave. Merci infiniment.